C'était un mardi matin de la fin octobre quand ma petite fille a prononcé les quelques mots qui ont arrêté mon cœur. J'avais pris la route pour aller chez mon fils à Lyon afin de lui déposer un cadeau d'anniversaire. Elle allait avoir 8 ans le week-end suivant, et je me souviens m'être tenue devant la porte d'entrée avec un paquet emballé sous le bras, souriant comme n'importe quel grand-père le ferait. Ma belle-fille, Sandrine, a ouvert la porte, elle m'a dit que mon fils, Thomas, était au travail. Elle m'a laissé entrer sans grande chaleur, comme elle le faisait toujours, et a désigné d'un geste le jardin où ma petite fille, Léa, jouait seule sur une balançoire fabriquée avec un vieux pneu. Je suis sortie par la baie vitrée et j'ai appelé son nom. Elle a levé les yeux et son visage a eu cette expression que j'aimais tant, cette luminosité soudaine, comme si quelqu'un avait allumé une lampe à l'intérieur d'elle. Elle a sauté de la balançoire et a couru vers moi, et je me suis baissée pour la rattraper comme je le faisais depuis ses 3 ans. Nous nous sommes assis ensemble sur les marches de la terrasse pendant un moment. Je lui ai donné son cadeau. Elle l'a posé sur ses genoux, mais ne s'est pas précipitée pour le déchirer comme le font habituellement les enfants. Elle semblait plus calme que d'habitude, plus lente. J'ai supposé qu'elle était fatiguée. Puis elle a levé vers moi ses grands yeux bruns et a dit « Papy, tu peux dire à maman d'arrêter de mettre des trucs dans mon jus d'orange ?» Je ne savais plus bouger. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma puce ?» J'ai gardé une voix stable. J'avais passé 31 ans comme ingénieur des ponts et chaussées. J'avais été formée pour rester calme quand les structures commençaient à se fissurer. Elle a haussé les épaules comme le font les enfants de 8 ans quand ils n'ont pas le vocabulaire pour exprimer quelque chose qui les tracasse. Le jus qu'elle me donne avant d'aller au lit. Il a un goût différent. Et après, je dors vraiment, vraiment longtemps. Et parfois, je ne me rappelle pas du matin. J'ai posé ma main sur son dos. Je pouvais sentir mon propre pouls battre dans ma gorge. « Depuis combien de temps est-ce qu'elle te donne ce jus ?» ai-je demandé. Elle a réfléchi. « Depuis les grandes vacances, je crois. » Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que tout allait bien. Je lui ai dit d'ouvrir son cadeau, et je l'ai regardé déballer le papier avec ses petites mains soigneuses, et j'ai souri au bon moment. Mais à l'intérieur, j'étais ailleurs. Ma belle-fille est venue à la porte 2 fois pendant que nous étions assis là. Les 2 fois, elle a regardé Léa d'une manière que je ne pouvais pas nommer sur le moment, mais à laquelle j'ai repensé souvent depuis, un regard vigilant, calculateur. Je suis partie 20 minutes plus tard. Je suis resté assis dans ma voiture au bout de la rue pendant un long moment avant de démarrer. Ma femme, Françoise, est décédée il y a 4 ans. Un cancer du pancréas, 41 jours entre le diagnostic et la fin. C'était la personne que j'aurais appelée. C'était toujours elle qui savait quoi faire quand quelque chose semblait anormal mais ne pouvait pas être prouvé. Je suis restée là, dans cette voiture, par un mardi matin d'octobre, et elle me manquait si fort que c'était comme un poids physique sur ma poitrine. Puis j'ai passé la première et je suis allée chercher un médecin. J'ai d'abord appelé mon propre généraliste, un homme que je voyais depuis plus de 10 ans, et je lui ai expliqué la situation sur le parking d'une pharmacie. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant, puis il a dit « Jean-Pierre, vous devez lui faire passer des tests. Prise de sang et analyse d'urine aujourd'hui même, si vous le pouvez. Dites-leur que vous suspectez l'ingestion possible d'un sédatif. » Il a dit cela calmement. Le mot sédatif s'est abattu sur moi comme une pierre jetée dans une eau stagnante. Je suis retournée chez mon fils. Ma belle-fille a de nouveau ouvert la porte et je lui ai dit que je voulais emmener Léa déjeuner, juste nous deux, une tradition d'anniversaire. J'ai souri en le disant. Je n'ai jamais fait autant d'efforts pour maintenir un sourire de toute ma vie. Elle a hésité. Elle a demandé à quelle heure nous serions de retour. J'ai répondu dans 2 heures. Elle a regardé Léa, puis m'a regardé, et quelque chose est passé sur son visage que je n'ai pas su lire. D'accord, a-t-elle dit. Soyez rentrés pour 15 heures. Dans la voiture, j'ai dit à Léa que nous allions faire une petite étape avant le restaurant. Je lui ai dit qu'elle devrait peut-être faire une petite prise de sang, comme chez le pédiatre, et que ce serait rapide. Elle a froncé le nez, mais ne s'est pas plainte. Elle ne se plaignait jamais de rien, et j'avais toujours pensé que c'était simplement son caractère.
Je commençais à comprendre que c'était peut-être autre chose. La maison médicale de garde se trouvait dans l'ouest lyonnais. L'infirmière à l'accueil était une femme corpulente avec des lunettes de lecture retenues par une chaîne en perles. Elle m'a regardé, moi, un homme de 63 ans en chemise à carreaux, amenant une enfant qui n'était pas sa propre fille avec une expression tendue. Je me suis penchée vers le bureau et j'ai dit à voix basse, « Je suis son grand-père. J'ai des raisons de croire qu'on lui a administré quelque chose à son insu. J'ai besoin d'un dépistage toxicologique complet. » Elle a soutenu mon regard pendant 3 secondes entières. Puis elle a décroché son téléphone. Nous avons été reçus dans les 15 minutes. Le médecin qui est entré était une jeune femme avec les cheveux attachés et un regard direct, sans fioriture. Elle a posé quelques questions douces à Léa pendant qu'elle l'examinait. Qu'est-ce qu'elle aimait manger? Est-ce qu'elle faisait du sport? Comment dormait-elle ces derniers temps? Léa a répondu qu'elle dormait beaucoup. Elle a dit qu'elle se sentait fatiguée presque tous les matins, même après une nuit complète. Elle a dit que parfois elle se réveillait et ne se souvenait plus de ce qui s'était passé la veille. Le visage du médecin n'a pas changé. Elle était très professionnelle. Elle m'a demandé de sortir dans le couloir. J'ai embrassé le sommet de la tête de Léa et je lui ai dit que je serais juste derrière la porte. Dans le couloir, le médecin a parlé d'une voix basse et mesurée. Elle a dit que les symptômes étaient cohérents avec l'utilisation chronique de sédatifs à faible dose chez un enfant. Elle a ajouté que le test toxicologique confirmerait la situation. Elle m'a précisé qu'elle était tenue de contacter l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, si les résultats étaient positifs. Je lui ai dit que je comprenais. Je lui ai dit de passer l'appel. Ensuite, je suis retournée à l'intérieur et je me suis assis avec Léa pendant qu'elle mangeait un sachet de petit beurre que l'infirmière lui avait apporté. Et nous avons parlé de son prochain anniversaire, du parfum de gâteau qu'elle voulait et si elle pensait que son papa la laisserait enfin avoir un chien. Elle voulait un Golden Retriever. Elle en voulait un depuis 2 ans. Je lui ai dit que cela me semblait être une excellente idée. Les résultats sont tombés dans l'après-midi. Le médecin s'est assis en face de moi dans une petite salle de consultation avec un compte-rendu à la main et une telle immobilité sur le visage qu'elle m'a tout dit avant même de prononcer un mot. Le dépistage était positif à la diphénhydramine, le principe actif de plusieurs sirops pour la toux et d'aide au sommeil en vente libre. Les taux étaient élevés, pas dangereusement pour une seule nuit, a-t-elle expliqué, mais cohérent avec une utilisation répétée sur une période prolongée. Chez une enfant de son poids, administrée régulièrement pendant des mois, les effets cumulatifs pouvaient inclure une fatigue chronique, des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration, et dans certains cas, des retards de développement de l'attention. Elle a marqué une pause et m'a regardé droit dans les yeux. Monsieur, a-t-elle dit, ce n'est pas un accident. Ce niveau de régularité sur cette durée n'arrive pas par erreur. Je le savais déjà. Je pense que je le savais depuis que Léa avait prononcé ces mots sur les marches de la terrasse, mais entendre un médecin le dire à haute voix dans une petite pièce sous des néons a rendu la chose réelle d'une manière que rien d'autre n'avait faite. Mes mains étaient à plat sur la table. Je les regardais comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» ai-je demandé. Elle m'a dit qu'elle avait déjà appelé les services de protection de l'enfance. Un travailleur social serait en contact dans les 24 heures. Elle m'a dit que je ne devais pas ramener Léa à la maison ce soir. Elle m'a donné le numéro d'une association d'aide aux victimes. Elle m'a dit d'appeler mon fils. Cette dernière partie était celle que je redoutais le plus. Mon fils a 36 ans. Il travaille dans la logistique, de longues heures, des matins précoces. C'est un homme bon. Ce n'est pas un homme compliqué. Il aime sa fille comme les bons pères le font, complètement et sans poser de questions. Il était avec Sandrine depuis 9 ans. Il s'était marié quand Léa avait 1 an. Je me suis assis sur le parking de la maison médicale, avec Léa à l'arrière qui mangeait les biscuits, et j'ai appelé Thomas. Il a décroché à la 2e sonnerie. J'entendais le bruit d'un entrepôt derrière lui. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'il trouve un endroit calme. Il est resté silencieux pendant 5 secondes. Puis j'ai entendu une porte se fermer et le bruit de l'entrepôt a disparu. Je lui ai tout dit.
J'ai commencé par ce que Léa avait dit sur la terrasse. Je lui ai parlé de la maison médicale, du test, des résultats, des mots du médecin. Je lui ai parlé de l'ASE. Je lui ai dit que je n'avais pas ramené sa fille à la maison et que je ne comptais pas le faire. Il n'a pas parlé pendant très longtemps après que j'ai eu fini. Répète ça, a-t-il dit. La partie sur le test. Je l'ai répété. Il y a eu un son à l'autre bout du fil pour lequel je n'ai pas de mots. Ce n'était pas vraiment des pleurs. C'était quelque chose qui vient avant les pleurs, quand le corps comprend quelque chose que l'esprit refuse encore. Je pars tout de suite, a-t-il dit. Je lui ai dit de me rejoindre chez moi. Je lui ai dit de ne pas passer par la maison d'abord. Il a demandé pourquoi. Je lui ai répondu que j'avais besoin qu'il entende la suite de ce que j'avais à dire avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Il a accepté. Je ne pense pas qu'il aurait accepté 5 minutes plus tard. Il est arrivé chez moi en 40 minutes. Il a dû rouler à une vitesse folle sur l'autoroute. Il a franchi la porte d'entrée et est allé directement vers sa fille, qui était assise à ma table de cuisine avec un verre de lait chocolaté et ma vieille collection de guides ornithologiques étalés devant elle, regardant les oiseaux. Il s'est assis à côté d'elle et l'a serrée contre lui d'une manière qui m'a obligée à détourner le regard. Je suis allée dans la cuisine et je suis restée à la fenêtre pendant un moment. Quand il est venu me retrouver, sa fille s'était endormie sur le canapé sous la couverture que ma femme avait tricotée il y a 20 ans, celle avec les carrés bleus et jaunes. Ses yeux étaient rouges, mais il était calme. Mon fils me ressemble sur ce point. Il garde son sang-froid quand il le faut. Il s'effondre plus tard, en privé. Il m'a demandé pourquoi. C'était la question que je tournais dans ma tête depuis le parking. Pourquoi une femme droguerait-elle son propre enfant de manière répétée pendant des mois? La réponse est venue en partie de ce que Léa nous a raconté au cours des jours suivants lors d'entretiens avec l'assistante sociale et un psychologue pour enfants. Elle est venue aussi de ce que l'enquête a révélé, et d'une chose que Sandrine avait dite à une voisine, apparemment, et que la voisine a mentionné d'elle-même à l'enquêteur. Elle ramenait quelqu'un à la maison le soir, pas tous les soirs, mais régulièrement. Les soirs où mon fils travaillait tard, soit 3 ou 4 soirs par semaine. Elle donnait le jus à Léa 1 heure avant. Et au moment où l'invité arrivait, Léa était profondément endormie et le restait jusqu'au matin. Elle ne voulait pas de témoins. Elle avait utilisé son propre enfant comme un problème à gérer. Mon fils était assis à ma table de cuisine, les mains jointes et la mâchoire serrée, et il m'a demandé ce qu'il était censé faire de cette information. Pas d'une manière désespérée, mais d'une manière très calme, très précise, comme un homme lisant les instructions pour quelque chose qu'il n'avait jamais eu à faire auparavant et qu'il ne pouvait pas se permettre de rater. Je lui ai dit qu'il allait faire exactement ce qui devait être fait pour sa fille, une chose après l'autre, à commencer par ce soir. Il a hoché la tête. Il a regardé par la fenêtre. Puis il a dit, « Je ne comprends pas comment je ne l'ai pas vu. » Je lui ai dit que ce n'était pas la question qu'il devait se poser pour le moment. Je lui ai dit que plus tard, quand sa fille serait en sécurité et que la procédure judiciaire serait lancée, il pourrait passer tout le temps qu'il voulait sur cette question. Mais qu'à cet instant, la seule chose qui importait, c'était elle. Il a de nouveau hoché la tête. L'assistante sociale de l'ASE est venue chez moi le lendemain matin. C'était une femme posée, d'une 40aine d'années, qui s'était manifestement assise dans beaucoup de cuisines exactement comme la mienne, pour annoncer exactement ce genre de nouvelles à exactement ce genre de famille. Elle n'était pas froide, mais elle n'était pas tendre non plus. Elle a posé des questions à Léa comme le médecin l'avait fait, avec douceur, de manière détournée, en laissant l'enfant guider la conversation. Léa ne comprenait pas entièrement ce qui se passait. Elle savait que quelque chose était différent. Elle savait qu'elle ne rentrait pas chez elle. Elle a demandé une fois si elle avait fait quelque chose de mal. L'assistante sociale lui a dit que non. Elle l'a dit fermement et sans hésitation, et j'en ai été reconnaissant au-delà de ce que je peux exprimer. Ma belle-fille a été interrogée par l'ASE puis par la police. Elle a tout nié au début. Elle a dit que Léa avait dû fouiller dans l'armoire à pharmacie. Elle a dit qu'elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Elle a dit que j'étais un vieux meltou qui ne l'avait jamais apprécié. Cette dernière partie, au moins,
était partiellement vrai. Mais le dépistage toxicologique racontait une histoire que ces explications ne pouvaient pas couvrir. Les taux étaient trop réguliers. Le récit de l'enfant était trop précis. On a retrouvé le flacon de sirop au fond d'un placard de la cuisine, derrière l'huile d'olive et le vinaigre, avec une pipette doseuse cachée en dessous. Il y avait les dates, des mois durant, qui correspondaient au soir où mon fils travaillait tard. Elle a été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui et administration de substances nuisibles à un mineur. Son avocat a plaidé que les charges étaient excessives. Le procureur n'était pas d'accord. Je n'étais pas présent pour la plupart de ces discussions, mais j'étais tenu informé. Mon fils a demandé le divorce 11 jours après que j'ai emmené Léa à la maison médicale. Il l'a fait sans mélodrame et sans hésitation, de la même manière qu'il abordait chaque chose nécessaire dans sa vie. Il a emménagé dans une location à 2 kilomètres de chez moi pendant que les procédures judiciaires suivaient leur cours. Léa est restée avec moi. Ces mois-là, l'automne, l'hiver, n'ont pas été faciles. Ils n'ont pas été simples. Léa a fait des cauchemars pendant un certain temps. Elle posait des questions auxquelles je n'avais pas toujours de bonnes réponses. Elle demandait pourquoi sa maman avait fait ça. Elle demandait si sa maman l'aimait encore. Elle demandait si elle retournerait un jour dans la maison à la balançoire. J'ai essayé de répondre le plus honnêtement possible tout en la protégeant des choses qu'elle était trop jeune pour porter. Je lui ai dit que parfois, les adultes font des choix terribles et que ces choix n'ont rien à voir avec le fait qu'on soit digne d'être aimé ou non. Je lui ai dit qu'elle était l'une des personnes les plus adorables que j'ai jamais rencontrées en 63 ans sur cette terre, et que j'avais connu beaucoup de monde. Je lui ai dit que son papa l'aimait plus que tout au monde. Je lui ai dit que je l'aimais plus que je n'avais de mots pour le dire. Elle hochait la tête très sérieusement, de la manière dont elle hochait la tête pour les choses qu'elle traitait encore mais qu'elle n'était pas prête à remettre en question. Puis elle retournait à ses guides ornithologiques ou à ses dessins, et je la regardais en pensant à ce que cela signifiait d'être petit dans un monde où les personnes censées vous protéger s'avèrent parfois être la source du mal. J'ai beaucoup pensé à ma femme pendant ces mois-là. Je me demandais ce qu'elle aurait dit à notre petite fille. Je pensais qu'elle aurait trouvé exactement les mots justes. Elle les trouvait toujours. J'ai fait avec ce que j'avais. En janvier, les rouages de la justice étaient bien en place. L'avocat de mon ex-belle-fille a négocié un accord. Elle a plaidé coupable pour mise en danger. Elle a reçu une peine avec sursis, une obligation de suivre des cours de parentalité et 2 ans de mise à l'épreuve. Elle avait l'interdiction de tout contact non supervisé avec Léa jusqu'à nouvel ordre du tribunal. Je ne prétendrai pas que cela me semblait suffisant. Je sais que mon fils ne trouvait pas cela suffisant non plus. Je me suis assis avec lui le soir après le verdict et nous avons tous les deux fixé le mur pendant un moment sans dire grand-chose. Ce que j'ai fini par dire, c'est que le tribunal avait fait ce qu'il pouvait faire et que protéger Léa à partir de maintenant était notre travail, pas celui des juges. Il a acquiescé. Il a obtenu la garde exclusive. Les visites pour son ex-femme devaient être médiatisées par ordre du tribunal pour l'avenir prévisible. Il a emménagé dans une maison dans un quartier calme de Tassin la 2001 début mars. Une maison avec 2 chambres, un jardin et un grand chêne à l'arrière que Léa a immédiatement déclaré parfait pour une balançoire. Nous en avons installé une ensemble un samedi après-midi d'avril. Mon fils, ma petite fille et moi. Mon fils a fait la plus grande partie du travail physique. Léa supervisait très sérieusement, debout, les bras croisés, désignant la branche et nous disant que la corde devait être plus longue. Je les regardais tous les deux et je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas vraiment du bonheur, quelque chose de plus calme et de plus durable que le bonheur. Le sentiment que quelque chose avait été sauvé in extremis. J'étais avec Léa quand elle a eu son rendez-vous de suivi avec un spécialiste pédiatrique en février. Ils ont fait un bilan complet du développement pour vérifier s'il y avait des effets durables des mois de sédation. Le médecin, un homme calme aux cheveux argentés qui me rappelait un peu moi-même, a passé les résultats en revue avec mon fils et moi pendant que Léa était dans la salle d'attente avec un cahier de coloriage. Il a dit que ses fonctions cognitives étaient dans la norme.
Il a dit que ses scores d'attention étaient légèrement en dessous de la moyenne pour son âge, mais rien d'alarmant, et qu'avec un développement normal et sans interférence supplémentaire, il s'attendait à ce que ces chiffres se normalisent. Il a dit que les enfants étaient résilients d'une manière qui le surprenait encore après 30 ans de pratique. Je lui ai demandé directement s'il y aurait des dommages permanents. Il m'a regardé fixement. Il a dit qu'il ne pouvait pas donner de garantie. Il a dit que les facteurs les plus importants maintenant étaient la stabilité, la routine, la présence d'adultes aimants et attentifs, et le temps. Je lui ai dit qu'elle avait tout cela. Il a répondu, alors je dirais que son pronostic est bon. Je suis rentrée seule de ce rendez-vous. Thomas et Léa étaient allés manger une glace après, et je suis restée assis dans mon allée quelques minutes avant d'entrer. Le chêne dans mon propre jardin commençait tout juste à bourgeonner, d'un vert pâle contre le ciel gris de mars. J'ai pensé à ma femme. J'ai pensé à ce mardi matin d'octobre où une petite fille dans un jardin a posé à son grand-père une question qui a tout changé. J'ai pensé à quel point nous étions passés près du silence, combien de mois de plus auraient pu passer, à quel point il aurait été plus difficile de réparer les dégâts. Je n'ai pas de façon simple d'expliquer ce que je ressentais. Le soulagement en fait partie. La colère en fait toujours partie. Je soupçonne qu'elle y sera toujours quand je me laisserai aller à y penser. Le chagrin aussi, pour ce que Léa a traversé sans que l'un de nous ne le sache. Pour les matins où elle se réveillait dans le brouillard et confuse, pensant que c'était tout simplement comme ça que les matins étaient. Mais sous tout cela, quelque chose que je ne peux appeler que de la gratitude. Qu'elle m'ait fait assez confiance pour prononcer ces mots. Qu'elle ait tendu la main vers son grand-père sur les marches d'une terrasse par un après-midi d'octobre et qu'elle m'ait confié la chose qu'elle n'avait pas les mots pour expliquer complètement, convaincue que je saurais quoi en faire. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à construire des choses conçues pour supporter du poids. Des ponts, surtout, des structures routières, le travail consistant à calculer combien de contraintes un système peut supporter avant de céder. J'ai pris ma retraite il y a 5 ans et je pensais que ce genre de réflexion était derrière moi. Il s'avère qu'on ne s'arrête jamais de faire ces calculs. On commence juste à les appliquer à des choses différentes. Léa a eu son Golden Retriever en mai. Elle l'a appelé Chester. Il est énorme et ridicule, il dort au pied de son lit chaque nuit et la suit de pièce en pièce comme si elle était la personne la plus importante au monde. Elle l'est, bien sûr, elle l'a toujours été. Je les vois tous les dimanches maintenant. Je conduis jusqu'à la maison de mon fils à Tassin et nous dînons ensemble, tous les trois, avec Chester. Et Léa me raconte l'école, ses amis et ce que Chester a fait cette semaine-là de très drôle ou de très bête. Souvent les deux. Elle rattrape son retard. Ses professeurs disent qu'elle est impliquée, attentive, brillante. Elle se souvient des choses maintenant, comme les enfants sont censés s'en souvenir. Je la regarde à table lors de ces soirées dominicales et je repense à ce que j'ai dit à mon fils au pire moment, quand il était assis en face de moi dans ma cuisine, les mains jointes, me demandant ce qu'il était censé faire. Une chose après l'autre, à commencer par ce soir. Ce n'est pas un conseil compliqué. Ce n'est pas d'une sagesse extraordinaire. Mais c'est la seule approche que je connaisse qui fonctionne réellement quand tout s'effondre autour de vous. On ne répare pas tout d'un coup. On fait la chose nécessaire suivante, puis celle d'après. On garde les yeux fixés sur la personne pour qui on le fait, et on ne s'arrête pas. Léa m'a demandé quelque chose une fois, peu après que tout se soit apaisé, lors d'un de nos dimanches soirs alors que mon fils s'était absenté un instant et que nous n'étions que tous les deux à la table de la cuisine. Elle a demandé si j'avais eu peur quand elle m'avait parlé du jus. J'ai pensé à mentir. J'ai pensé à lui donner la réponse rassurante d'un grand-père. Puis j'ai pensé à qui elle était, à ce qu'elle avait déjà traversé et à ce qu'elle méritait de ma part. Je lui ai dit que oui. Je lui ai dit que j'avais été terrifiée. Elle a réfléchi un instant, passant son doigt sur le bord de la table comme elle le fait quand elle réfléchit. Puis elle a dit, « Mais tu n'avais pas l'air d'avoir peur. » Non, lui ai-je répondu, je ne l'ai pas montré. Elle a hoché la tête lentement. C'est ce qu'on est censé faire quand on a peur ? J'y ai réfléchi honnêtement. Je lui ai dit que quand quelqu'un qu'on aime a besoin de nous, on a le droit d'avoir peur. Mais qu'on n'a pas le droit de laisser la peur nous arrêter.
Je lui ai dit que ce n'était pas quelque chose qu'on savait en naissant. C'est quelque chose qu'on doit pratiquer encore et encore jusqu'à ce que ça devienne ce qu'on fait sans réfléchir. Elle est restée silencieuse une minute. Chester a posé sa tête énorme sur son genou. D'accord, a-t-elle dit, je vais m'entraîner. Elle a 8 ans. Elle a déjà traversé plus d'épreuves que la plupart des gens 2 fois plus âgés qu'elle. Et elle était assise à ma table de cuisine un dimanche soir et me disait qu'elle s'entraînerait à être courageuse. Je ne sais pas si elle a compris à quel point cela comptait pour moi. J'espère que lorsqu'elle sera plus grande et qu'elle repensera à cette nuit-là, elle le saura. Je suis rentrée chez moi ce soir-là en faisant un détour par les quartiers que j'avais l'habitude de traverser avec ma femme les soirs d'automne quand nous n'avions nulle part où aller et que la nuit était assez douce pour garder les vitres baissées. Les lampadaires étaient allumés, les jardins étaient verts. Quelque part, à quelques rues de là, un chien aboyait après quelque chose. J'ai pensé à ce qu'il faut pour regarder un petit être et décider sans hésitation que sa sécurité vaut n'importe quel prix. J'ai pensé au fait que cela devrait être le calcul le plus facile au monde et à la manière dont, pour certaines personnes, ça ne l'est pas. Puis j'ai pensé au visage de Léa sur les marches de la terrasse en octobre. La façon dont elle m'avait regardé pour prononcer ces quelques mots. La façon dont elle m'avait fait confiance, sans même savoir qu'elle me faisait confiance, pour que je l'entende. Je l'ai entendue. C'est la seule chose dont je suis certain d'avoir bien faite. Tout le reste en a découlé. Si vous avez quelqu'un de petit dans votre vie, un petit enfant, un enfant, une nièce, un neveu ou un enfant du voisinage qui passe vous voir et que quelque chose qu'il dit vous dérange, n'attendez pas. Ne vous dites pas que vous réagissez de manière excessive. Ne décidez pas que le bouleversement n'en vaut pas la peine, ou que les tensions familiales n'en valent pas la peine, ou que l'incertitude n'en vaut pas la peine. Posez la question. Passez l'appel. Emmenez-les chez le médecin. Soyez la personne qu'ils ont cru que vous étiez quand ils ont prononcé ces mots. Parce qu'ils les disent, ces mots. Ils les disent toujours d'une manière ou d'une autre. Nous devons simplement être prêts à nous arrêter et à écouter.